évoquer la problématique des REX-FFA. Ce sera Stéphane Mayonnade donc, qui va intervenir. Alors Stéphane est professeur à l'Éducation nationale et il est également président de la commission prévention sécurité de la FFA. Il est également instructeur avion. Il fait partie du comité directeur de la FFA et il est auteur d'un ouvrage que vous trouvez aux éditions CEPA2S et qui parle du maintien et de l'approfondissement des connaissances du pilote privé avion. Donc, ça peut intéresser un certain nombre de personnes. Voilà. Donc, Stéphane nous fait l'honneur là ce soir d'intervenir pour évoquer les retours d'expérience, de parler des enjeux et perspectives. Eh bien, Stéphane, je te laisse la parole. Merci Patrick. Bonsoir à tous et bonsoir à chacun. Et merci de me faire l'honneur d'assister à cette présentation. Donc, écoutez, on va démarrer de suite. Alors, est-ce que ça se déplace? Voilà, tout le monde, j'espère que tout le monde donc voit le partage d'écran. Pour introduire mon propos, je reprendrai deux citations. La première, en tout cas la première partie de la première citation, est connue de tout le monde, Errare humanum est, sed perseverare diabolicum. En fait, tout ça, c'est pour dire que déjà au IVe siècle avant Jésus-Christ, puisque c'est le poète grec, il me semble, Ménandre, qui est à l'origine de cette citation, eh bien, on s'était déjà aperçu qu'au cœur de l'activité humaine, il y avait la notion d'erreur. Et cette notion d'erreur, on la retrouve également, ça fait partie du cœur du processus d'analyse dans le retour d'expérience dans notre activité et dans d'autres activités humaines également. Et puis, je vous mettrai cette deuxième citation de Jean-Claude Vanner, donc, qui, lors d'une conférence à Naé, ne pas commettre trop d'erreurs exige une grande expérience. Donc, ça permet de voir que le nombre d'erreurs commises par un individu est inversement proportionnel à l'expérience et que l'expérience ne s'acquiert qu'en commettant beaucoup d'erreurs. Alors, on s'en aperçoit, moi qui suis de formation et de métier dans l'enseignement, voilà, que l'apprentissage par essai-erreur est gourmand en ressources, qu'elles soient cognitives, etc., mais que l'apprentissage par essai-erreur, généralement, n'est pas optimal et que justement, le fait de profiter des erreurs des autres peut permettre d'optimiser l'apprentissage et peut permettre, on va dire, l'opérateur de première ligne, justement, de dégager davantage de ressources cognitives pour gérer des situations et en particulier des situations dégradées. Alors, on va aborder l'aspect historique puisque, alors excusez-moi, j'ai ma petite chienne à côté de moi et qui aboie par moment. Je suis navré, j'espère que ça ne vous dérangera pas trop. Donc, en fait, le retour d'expérience, si vous voulez, je pense que pour qu'on puisse appréhender réellement comment est le retour d'expérience à l'heure actuelle, en fait, il faut voir comment il s'est construit au fur et à mesure du temps. Sachant que vous pourriez être inquiet de voir déjà cette diapo-là en disant que je vais vraisemblablement, si je prends toute l'histoire depuis deux millénaires, eh bien, on va vraiment y passer du temps. Non, après, je vais passer directement au retour d'expérience aéronautique. Définition générique du retour d'expérience, processus d'analyse de ce qu'on a fait, c'est-à-dire on s'intéresse au passé. À l'heure actuelle, les spécialistes du retour d'expérience s'intéressent également au présent, aux actes présents. Mais l'idée, c'est de faire cette relation entre le passé et puis le fait de se servir du retour d'expérience pour en tirer des enseignements, c'est-à-dire se projeter dans un avenir. Alors, c'est pour le processus lui-même dans sa globalité, mais en fait, il faut savoir que dans les analyses qu'on fait d'événements, par exemple, qui font l'objet de retour d'expérience, eh bien, on a aussi cette temporalité, cette notion de temporalité, puisqu'un événement se produit à un instant T, mais qu'il est conditionné par ce qu'il s'est passé en amont, donc par le passé,
et puis que bien, forcément, la façon dont est traité l'événement conditionne l'avenir. Alors que ce soit dans la situation elle-même, dans l'événement elle-même, en fonction des décisions, de l'analyse faite par l'opérateur dans la situation dynamique en question, mais également dans l'analyse qui est faite après, dans l'analyse de l'événement par un correspondant, par exemple, prévention-sécurité. Alors, bon, pourquoi je vais vous parler du mythe de Dédale-Icare? Bon, on le sait, on dit toujours que c'est la première expérience aéronautique. Juste l'idée, c'est de mettre en avant cette nécessité de prise en compte des erreurs, si possible les siennes. Donc ça veut dire qu'on n'est pas allé jusqu'à l'accident fatal, mais aussi et surtout les expériences et les erreurs commises par autrui. Alors pour le mythe de Dédale et Icare, bon, qu'on peut rapprocher aussi du mythe d'Ariane et Thésée, puisque bon, ces deux mythes d'ailleurs ont trait au Minotaure. Bon, vous rappelez que Thésée, son père roi, avait demandé que son fils, s'il sortait victorieux de ce combat contre le Minotaure, mette une voile blanche et que s'il était vaincu, la voile resterait noire. Il y a eu une omission de la part de Thésée qui a omis de changer la voile en abordant les côtes d'où son père observait l'arrivée du bateau et du coup le père s'est jeté de la falaise. Alors vous voyez, bon, tout ça pour dire que les omissions, même dans la mythologie, il y a l'interprétation que va en faire chacun d'entre nous. Une erreur, l'erreur c'est se tromper. Se tromper, c'est un acte involontaire. Alors que l'omission, il y a l'omission volontaire et il y a l'omission involontaire. Donc, que ce soit pour Thésée ou pour Icare, selon l'interprétation qu'en font certains historiens ou que chacun d'entre nous pourrait en faire, il est possible que le fils, que Thésée lui-même, en fait, cette omission ait été volontaire, puisque du coup, c'est lui qui est devenu roi juste après. On passe directement à l'aéronautique. Vous voyez qu'on a franchi déjà 2 millénaires. La première trace qu'on trouve de retour d'expérience structuré écrit en aéronautique, c'est après le conflit de la Première Guerre mondiale en Angleterre par Frederick Sykes, qui était contrôleur général de l'aviation civile, qui à l'époque, le secrétaire d'État, c'était Winston Churchill. Alors pourquoi j'ai précisé que c'était sur demande de la Lloyds, bon, mondialement connue, donc compagnie d'assurance. Évidemment, vous voyez en dessous qu'on parlait d'aviation, des débuts de l'aviation de transport. Donc forcément, il y avait la notion d'assurance. Et on verra plus tard que, bon, en parlant de Heinrich ou de Bird, que tout ça, ce sont les assurances qui sont souvent à l'origine des études et de l'évolution, justement, de toutes les recherches qui ont été faites en accidentologie dans le secteur industriel, dans le monde du travail, dans le secteur des industries à risque, etc. Voilà, on n'est pas forcément dans des demandes de type haute autorité de santé à l'époque où ils ont voulu faire les CREX dans le milieu hospitalier, qui sont postérieurs à tout ce qu'on a connu, par exemple, dans l'aéronautique, puisque vous voyez que, en fait, quasiment depuis les débuts de l'aéronautique, il y a du retour d'expérience. Alors, parcellaire, oui, au début, vous voyez, c'était des statistiques liées à l'accidentologie. Alors, voici la forme moderne du tableau avec les statistiques de l'époque, de 1919. C'est intéressant de voir que si vous regardez, on peut en déduire le taux, il est affiché dans la colonne de droite. On voit que 2 accidents fatals pour 21 000 vols ou ramenés sur 1000 heures de vol, puisque les heures de vol étaient calculées, on arrivait à 0,5 accidents par heure de vol, soit un accident fatal toutes les 2000 heures de vol. C'est de l'aviation de transport. Pour vous donner un ordre d'idée, à l'heure actuelle, si on prend, sur les 20 dernières années, les statistiques OACI, vous voyez, pour 2003, je les ai sous les yeux, le taux est de 0,02 par 10 puissance 6 heures de vol, c'est-à-dire un accident fatal
toutes les 50 millions d'heures de vol. Donc, ça explique bien, pas seulement grâce au retour d'expérience, mais ça explique bien la progression, ça montre bien la progression de la sécurité dans le monde aéronautique depuis une centaine d'années. On verra un peu plus tard, on en parlera. Vous savez tous que c'est une exponentielle décroissante et que, bah oui, si dans les premières dizaines d'années, la sécurité et les taux d'accidentologie a baissé relativement rapidement et qu'on pouvait voir des effets justement positifs aux mesures mises en place, il faut avouer que plus on progresse dans le temps, comme on se rapproche évidemment d'année en année de l'asymptote à cette exponentielle décroissante, eh bien, ça peut expliquer certains comportements et on verra, j'évoquerai tout à l'heure par exemple l'idée que le retour d'expérience est quelque chose d'inutile parce que ça ne fait pas progresser la sécurité, parce que les statistiques d'accidentologie, par exemple, ne progressent pas vraiment d'année en année, en tout cas en aviation légère. On en parlera peut-être un peu tout à l'heure. 1920, donc vous voyez, c'est quasiment la même époque en France. Eh bien, les lignes Latécoère, je pense que vous êtes tous intéressés à l'histoire de l'aéronautique, les lignes Latécoère avaient déjà mis en place un suivi des incidents d'exploitation. Alors, vous pouvez les consulter aux archives nationales, soit en vous déplaçant, soit via leur site internet par, vous savez, c'est gallica.bnf. Et c'est intéressant voilà, de prendre connaissance de ce suivi d'incidents d'exploitation qui ne sont pas seulement d'ailleurs des incidents liés à des problèmes matériels. Ce suivi des irrégularités d'exploitation, eh bien, en fait, ça a perduré, c'est-à-dire que forcément, ça veut dire qu'on mesurait déjà, en tout cas, que la TECOR mesurait déjà tout l'intérêt qu'il y avait de s'intéresser à ces incidents d'exploitation, puisque quand c'est devenu l'aéropostale, eh bien, on a continué à suivre les irrégularités d'exploitation. Et puis, quand l'aéropostale est devenu Air France en 1933, ça a perduré également et vous pouvez trouver tout ça aux archives nationales. 1925 en Angleterre, il y avait ce qu'on a appelé le Gorrell Report. Et ce qui est intéressant dedans, c'est que ça introduit déjà, vous voyez, c'était il y a 100 ans, mais ça introduit déjà la double notion taxonomie d'un côté et analyse de risque. Alors bon, entre guillemets, en aviation privée, vous voyez ici sur la capture d'écran, c'est bien écrit, c'est plus aviation de transport, c'est private flying. Donc il y avait déjà l'énumération de certains dangers et de pistes de progrès associées dans les domaines suivants. Alors, si vous regardez bien, en fait, sur les 7 domaines prédominants qui avaient été mis en avant à l'époque, l'erreur de jugement, donc la partie imputable au pilote, donc qui, cette fois-ci, relève de la causalité. Vous voyez que pour le reste, ce n'est pas de la causalité. En fait, c'est du constat. Ce serait une typologie de classement des différents accidents ou des différents événements survenus. Mais c'est là où on trouve ces premiers débuts de classement. Ce Gorrell Report, évidemment, ça a perduré d'année en année, c'était annuel. Et puis après, justement, ils ont commencé à faire des statistiques sur des périodes plus longues. Alors, vous voyez que, par exemple, donc extrait de la version moderne qu'on trouve sur Internet de ces rapports. Vous voyez, sur une période donnée, 1926-1933, on arrivait déjà à voilà, un classement par catégorie d'événements. Et puis ensuite, il y a eu introduction de sous-catégories. Alors, vous voyez que par exemple, pour la catégorie A, qui est juste en dessous, eh bien, on avait déjà commencé à mettre en place des sous-catégories pour les événements classés en catégorie B, etc., etc. Et on commençait à retrouver cette notion d'erreur, vous voyez, alors, dans les accidents de catégorie A, mais on la trouvait également même si ce n'était pas la cause principale. Donc, on commençait à avoir
cette notion de cause principale et puis éventuellement de cause secondaire ou de facteurs contributifs. Voilà. Conclusion du Ross Committee, puisque c'est lui qui exploitait les Gorey Reports. Oui, bon, en langue anglaise, défaillance du pilote est de loin la source potentielle la plus importante d'accidents en aviation. Alors, si on regarde ici, vous voyez, 177 erreurs sur combien sur 355 accidents au total, ça fait 50% dû à l'erreur humaine, celle du pilote. En fait, 50% à l'époque, après, il faudrait compter aussi, vous voyez ici, il y a des erreurs aussi, hein, le manque d'airmanship, comme disent les anglo-saxons. Traditionnellement, on a tendance à dire que dans 75% des cas, l'erreur humaine est à l'origine ou a fortement contribué à un événement de sécurité. Et en général, évidemment, à l'heure actuelle, les médias mettent souvent ça en avant, justement dans le cadre de l'accidentologie, ils s'intéressent à ça. Comme ils s'intéressent à de nombreux faits divers juste pour leur lectorat, leur audience. Voilà. On verra qu'en fait, il faut aller au-delà de ça et que justement, les systèmes actuels de retour d'expérience ne sont plus basés que sur la mise en avant des erreurs commises à travers les systèmes réactifs, hein, comme les enquêtes sur les accidents, sur les incidents graves, mais que justement, on essaye de passer, comme dit le professeur Amalberti, à une sécurité, alors je ne sais plus comment il dit, pas écologique, mais un truc comme ça. 1928, donc juste un an après, le docteur Joseph Sweetman Ames, qui était le fondateur, un des fondateurs du NACA, et ensuite NACA étant devenu la NASA, il a mis également en place, donc, sur le continent américain, une nomenclature ainsi qu'une classification des accidents. On trouve ça aussi sur les archives fédérales américaines. Ce qui est intéressant de noter, c'est que ces travaux, ce cher Dr. Ames, ont permis de mettre en évidence les points suivants. En fait, justement, dans les analyses, on a commencé à distinguer la cause principale, ce qu'ils appellent immediate cause, des accidents. On a commencé à distinguer ça des facteurs contributifs, ce que les Américains appellent les underlying causes. Et puis ensuite, ça a mis en évidence le fait que l'analyse croisée de tous les domaines, alors, le domaine matériel d'un côté, domaine du pilote de l'autre et domaine de l'organisation, était nécessaire pour expliquer correctement l'origine ou pourquoi un accident était arrivé. Alors, tout ce qui relevait de l'organisation, en fait, c'est essentiellement au niveau militaire, qui avait à l'époque un mode d'organisation spécifique. Et effectivement, aux États-Unis, nombre d'accidents étaient liés à des défauts justement dans le système, dans la chaîne de commandement américaine. Voilà. Alors, mais ça a été les débuts de l'intérêt lors d'une enquête, s'intéresser aux données organisationnelles. Ensuite, les Américains, enfin le Dr. Ames avait fait une taxonomie plus détaillée que celle des Anglais, et en particulier au niveau on pourrait appeler le domaine des facteurs humains, par exemple, il y avait prise en compte, on s'intéressait à l'expérience totale du pilote, à son expérience récente, à son expérience sur le type d'aéronef. Donc, vous voyez, hein, c'était il y a 100 ans, mais déjà, certains rapports d'accidents disponibles et puis les fondements, hein, l'archive du rapport, une fois que tout ce travail fait par le NACA a été mis à disposition, il y a eu un rapport de conclusion et on voit tous ces critères, ils sont très très nombreux. Donc vous pouvez aller en prendre connaissance, mais il faut savoir que déjà à l'époque,
c'était très structuré. 1929, donc vous voyez, même époque, en France, ministère de l'Air a créé la Commission supérieure de la sécurité aérienne, dont les missions clairement définies. Hein, c'était relayé par, vous voyez, cet extrait de l'hebdomadaire Les Ailes. Eh bien, réunir l'ensemble des documents relatifs aux accidents afin de les analyser. Bon, analyser non pas les documents, mais les accidents. Et c'est la première fois, en tout cas en France, qu'il est écrit noir sur blanc que l'objectif, c'est d'en tirer des enseignements permettant d'éviter leur récurrence. Ensuite, bon, objectif de tenir des statistiques d'accidentologie. Et puis aussi et surtout, le fait que cette commission devait faire des propositions dans le but d'améliorer la sécurité. Alors, dans quel domaine? Il y avait 3 domaines qui étaient cités à l'époque. On s'intéressait à la fabrication des aéronefs, au pilotage et aux infrastructures. Et en particulier, c'était la fourniture des renseignements météorologiques qui semblait à l'époque être la priorité à ce niveau-là. 1931 en France, donc vous voyez, 2 ans après, c'est là où on a la première trace d'un rapport officiel relatif à l'accident d'un Nieuport de l'âge de la Star, Société de transport aérien rapide. Vous voyez, je vous ai mis la capture d'écran, c'est aux Archives nationales. Aux Archives nationales, vous pouvez, d'ailleurs, tout à fait, de façon tout à fait gratuite, on peut consulter, vous voyez, tous les accidents, hein, tous les rapports d'accidents, justement, de la Commission supérieure de sécurité du ministère de l'Air on peut cliquer sur les liens pour alors prendre connaissance, non pas de l'intégralité des rapports, il faut aller les consulter sur place, mais en tout cas des synopsis. Voilà. Alors après, vous voyez, 1931, on l'a ici, à gauche, on le voit, c'est le premier de la liste des accidents. Et puis après, on passe directement à 1936. 1936, c'est l'aviation populaire. Alors, je ne peux pas vous dire ce qui s'est passé entre 1931 et 1936 et pourquoi il n'y a pas eu de rapport. En fait, il y avait quand même de l'activité. Mais 1936, c'est l'année, et on le voit très bien, d'ailleurs, il y a tout un laïus sur le site des Archives nationales à ce sujet. Eh bien, un distinguo est enfin établi entre les rapports relatifs aux accidents fatals d'un côté et les rapports relatifs aux accidents simplement matériels. Il faut dire l'aviation populaire a augmenté l'activité et vraisemblablement, comme il y avait pas mal d'instruction, d'activités d'instruction pendant cette période-là, eh bien, évidemment, il y avait aussi les accidents matériels, comme on les trouve encore à l'heure actuelle dans cette partie de notre activité qui est l'instruction. Ensuite, si on regarde justement les archives nationales, on s'aperçoit que la classification avec la publication de rapports d'incidents, eh bien, c'est arrivé à partir de 1947, sous l'égide du… Excuse-moi Stéphane, il y a une Ouais. personne qui écrit sur son smartphone et ça profite à tout le monde. Donc si cette Ah personne oui, pouvait arrêter et effacer effectivement le gribouillage qui apparaît sur l'écran, ça serait génial. ouais, alors je ne sais pas qui c'est. Je vois une petite étiquette à côté, ça semble être Jean-Pierre. Monsieur Delmas. Alors, je ne sais pas si… Oui, il doit m'entendre. Bon, ça y est, le gribouillage est arrêté. Donc, à partir de 1947, sous l'égide du secrétariat général à l'aviation civile et commerciale, eh bien, on trouve cette fois-ci, vous voyez, il y a d'un côté accident fatal, accident matériel et puis les incidents. 1939, donc juste avant le début de la Deuxième Guerre mondiale. Alors, je suis navré, mais le gribouillage reste à l'écran. Moi, je ne peux rien faire. Alors ce qu'il faudrait, c'est que… Voilà, Ça y est, c'est il est parti. parfait. Merci, merci. Donc, 1939, aux États-Unis, le magazine Popular Aviation introduit une nouvelle rubrique intitulée I Learned About Flying from That.
Et vous savez, bon, si vous êtes abonné à cette revue Flying ou abonné à son site internet, que cette rubrique n'a pas changé de nom depuis cette époque-là. Mais vous voyez, en mai 1939, il y a eu le numéro 1 de I Learned About Flying from That. Et ça a été la notion de partage cette fois-ci, parce qu'il y a retour d'expérience d'un côté. Faire un retour d'expérience, c'est une chose, mais ensuite, c'est mieux si on la partage. Et ça a été la possibilité de partager via une publication, hein, pour une communauté de pilotes. Donc, c'est une synergie, hein, Rex-PEX, c'est-à-dire retour d'expérience et partage d'expérience. Alors, ce qui est intéressant, si on regarde ces archives, c'est que les premiers contributeurs étaient des écrivains aéronautiques, hein, qui publiaient des livres. Ernest Gann, par exemple, très populaire aux États-Unis. Mais bon, si vous lisez certains livres, je ne sais pas, Mes vols de Mermoz, par exemple, vous trouvez quelque part du partage d'expérience avec du retour d'expérience sur, évidemment, des événements des événements de sécurité qui avaient pu lui arriver. Cette rubrique, comme je le disais en préambule, elle perdure toujours. Elle est même maintenant, avec les moyens modernes, déclinée ce qu'on appelle en podcast, avec interview en direct des pilotes lorsqu'ils le souhaitent et qu'ils ne souhaitent pas conserver l'anonymat. 1945, aux États-Unis, J.F. Lederer fonde la Flight Safety Foundation. Alors, bon, tout le monde se rappelle que la Convention de Chicago, qui est donc l'origine de l'OACI, le 7 décembre 1944, il y avait un article dans cette convention qui était l'article 26, qui traitait juste en une dizaine de lignes de la coopération internationale nécessaire sur les enquêtes relatives aux accidents. D'ailleurs, cette coopération, on la trouve toujours, hein, c'était un des articles fondateurs de l'OACI. Mais ça n'abordait pas du tout la méthodologie à suivre, par exemple, dans les enquêtes sur les accidents, domaine auquel il était prévu, après, avec ce qu'on appelle les normes et les PANS, les pratiques recommandées aussi, de s'intéresser ultérieurement via une annexe spécifique, que tout le monde connaît maintenant, qui est l'annexe 13, justement à tous ces processus d'enquête pour essayer d'unifier ça de façon internationale. Ce qui est intéressant, et c'est pour ça, c'est plus pour cette raison-là que j'évoque la Flight Safety Foundation, c'est que la Flight Safety Foundation, elle a initié et mis en place le premier système international de compte-rendu confidentiel par les pilotes, hein, ces fameux ASR. Voilà. Et il faut savoir que justement, ce sont les travaux de la FSF qui a servi de base à de nombreux autres systèmes ultérieurs liés à l'occurrence reporting, mis en place la plupart par des compagnies aériennes. 1950, la France a créé une section spécifique au sein du secrétariat général à l'aviation civile et commerciale. Donc, la section sécurité aérienne, c'est ce qui, après le SGA2C, est devenu l'IJAC, l'inspection générale de l'aviation civile. Mais il y a eu une section spécifique en charge des enquêtes sur les accidents et incidents d'aviation. Donc, vous voyez, déjà, c'était une reconnaissance du fait qu'on s'intéressait également aux incidents et pas seulement aux accidents. On reprenait cette notion, mais rappelez-vous, elle datait de 1929, hein, de la commission de sécurité aérienne. Bon, l'objectif, déterminer les causes des accidents, mais il y avait noir sur blanc, cette fois-ci, l'idée de formuler des recommandations de sécurité afin d'atteindre cet objectif aussi d'éviter la récurrence de ces accidents. Alors, si vous allez sur le site actuel du BEA, hein, vous savez qu'on peut faire une recherche des rapports par année. Évidemment, vous avez vu sur quelques diapos précédentes que les archives précédentes, mais à l'époque, ça ne s'appelait pas donc le BEA, sont aux archives nationales, ce n'est plus le BEA qui les garde. Mais sur le site même du BEA, on trouve quand même des rapports. Vous voyez, c'est le premier rapport qui est disponible à la lecture sur le site du BEA.
Et on voit très bien qu'il y a cette notion de recommandation comme on trouve toujours à l'heure actuelle, dans les rapports du BEA et de toutes les autorités d'ailleurs qui font des enquêtes, il y a ces notions de recommandation de sécurité. Mais voyez qu'à l'époque, on prenait des pincettes. Si vous réussissez à lire sur l'écran, voyez que l'enquêteur écrit « Il est recommandé que l'on envisage de… » Voilà. 1951, cette fameuse annexe 13, enquête sur les accidents et incidents d'aviation. Bon, je n'ai pas retrouvé la couverture de l'édition numéro 1 de cette annexe 13, mais à l'origine, elle s'intitulait uniquement Enquête sur les accidents d'aviation. Ce qu'il faut retenir, c'est que ça a permis internationalement l'harmonisation de la notion d'accident. Ces définitions, la définition d'accident, on la trouve dans tous les règlements de tous les pays adhérents à l'OACI. Donc, il y a une harmonisation sur la notion d'accident. Ensuite, ça a permis la définition et l'harmonisation des notions d'incident grave, puisque l'incident grave, c'est dont les circonstances indiquent qu'il aurait pu y avoir un accident, et puis la définition de l'incident. Ce document, il est révisé régulièrement. Vous voyez qu'on en est à la 12e édition, on n'en est plus au document d'origine, ce qui veut dire qu'on se sert justement du retour d'expérience, alors au niveau réactif, puisque là on parle des enquêtes sur les accidents, on se sert aussi du progrès au niveau réactif pour améliorer évidemment tous les documents liés à la sécurité, ou ce soit les manuels SGS à l'heure actuelle aussi bénéficient de ça. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est puisque les enquêtes, c'était éviter la récurrence, on pourrait se poser la question de est-ce que cet objectif, il est atteint complètement, en partie, ou non atteint? Voilà. Donc, but, éviter la récurrence, le constat que l'on peut faire encore aujourd'hui, c'est que la récurrence, elle est moindre, mais elle est persistante. Donc, on a pu diminuer vraisemblablement le taux de récurrence sans qu'on puisse le mesurer réellement. Mais néanmoins, je prends l'exemple, cette fois-ci en navigation maritime. 100 ans ont séparé ces deux événements. 1912, désastre du Titanic, absence de recommandation dans le rapport, c'est juste un constat. Et puis 2012, naufrage du Costa Concordia. On peut se demander si, justement, l'absence de recommandation en navigation maritime, alors je ne dis pas, il n'y a pas eu que le naufrage du Titanic et ensuite le naufrage du Costa Concordia, mais y a-t-il une réelle appropriation des recommandations issues de ce processus réactif des enquêtes sur les événements de sécurité? On peut en douter. Cette récurrence moindre mais persistante, on la trouve aussi dans le domaine, regardez, de l'astronautique. Le rapport relatif à l'accident de la navette spatiale Challenger en 1986, vous voyez que là, il est bien marqué, recommandation. Il y a eu un nombre très important de recommandations, mais quand on regarde 17 ans plus tard, il y a eu l'accident de la navette spatiale Columbia qui n'a pas permis d'éviter évidemment la récurrence dans ce cas bien particulier. Alors, le deuxième rapport d'accident, lui, s'est intéressé à d'autres points et en particulier justement sur la chaîne, on va dire, d'autorité dans la structure de fonctionnement de la NASA elle-même, où finalement, peut-être que les opérateurs les plus compétents qui auraient pu déceler à l'avance et s'exprimer sur certaines anomalies, sur certains dysfonctionnements qui ont mené à cet accident, eh bien, dans la hiérarchie, on va dire, ils n'avaient pas forcément place pour leurs paroles de la façon dont on aurait pu l'espérer, compte tenu du haut degré de risque
de l'activité en question, hein. Alors, l'analogie, en fait, qui montre qu'il y a toujours cette récurrence persistante, ça peut nous faire repenser à la fameuse pyramide de Heinrich, pardon, qui a été reprise, enfin, bon, pas la même, hein, d'ailleurs, parce qu'il ne s'intéressait pas tout à fait à la même chose, mais commandée par des assurances aussi, Bird, donc aux États-Unis, et Heinrich dans les années 30, 1931, il me semble, en Allemagne, qui lui s'intéressait aux accidents du travail, et qui mettait en évidence une relation, mais cette fois-ci, cette pyramide, c'est pour montrer des différences de volume, mais qui mettent en évidence une relation fréquence en fonction de la gravité des événements. Et ça a surtout permis de prendre conscience qu'il y avait une alimentation continue par le bas. Alors bon, vous voyez ici, j'ai détaillé les étages, hein. Le haut de la pyramide, donc, qui comprend le nombre d'événements le moins important, et heureusement, donc, qui a la fréquence la moins importante, sont les accidents fatals. Ensuite, on a les accidents matériels, les incidents graves, les incidents, et puis ce qu'on pourrait appeler, nous, anomalies et dysfonctionnements, en tout cas dans le milieu de l'aéronautique. Voilà. Donc, c'est là où la ligne pointillée marque le fait, vous voyez, qu'on a une partie, pourquoi est-ce qu'elle ne suit pas la ligne pointillée qui sépare les accidents matériels des incidents graves? C'est que bien qu'il y ait eu des arrêtés qui, d'ailleurs, enfin, c'était marqué dans le code de l'aviation civile et dans les livrets d'accompagnement, puis il y a eu les fameux arrêtés 2003-2007, hein, par exemple, les arrêtés pour les déclarations d'accidents. Quels sont les événements qui doivent être déclarés au BEA? Quand on a fait le règlement, enfin, quand le règlement 376-2014, le règlement européen est sorti, il y en a qui ont poussé des hauts cris sur le fait qu'on commençait à lister les types d'événements à déclarer. Mais bon, je veux dire, ça faisait déjà un certain temps qu'en France et dans d'autres pays, il y avait des arrêtés qui n'étaient pas spécialement connus des usagers, et qui faisaient qu'une partie des événements de sécurité qui auraient dû mener à des enquêtes de sécurité, ou même des simples accidents matériels, n'étaient pas déclarés. Bon, cette alimentation par le bas, eh bien, de cette pyramide, ce flux, on va dire, continu, a fait prendre conscience que, eh bien, fallait s'intéresser aussi alors à la partie émergée de l'iceberg, comme on le voit sur certaines représentations, ou aux événements de moindre importance. Alors, ce qu'on a qualifié dans certaines industries, ouais, d'ailleurs, on utilise le terme maintenant en aéronautique, hein, les fameux signaux faibles. Et puis, ça a fait prendre conscience qu'il était vraisemblablement possible et que ce qui pouvait séparer une catégorie ou un événement d'un type donné des conséquences potentielles qu'il pouvait avoir, c'est-à-dire de se transformer en accident fatal parmi la centaine ou parmi le millier d'autres événements de même type qui sont survenus. Pourquoi est-ce que celui-là s'est transformé en accident fatal en ayant les mêmes origines qu'un autre événement? Peut-être parce qu'il y a des barrières de sécurité qui, à un moment donné, à plusieurs étages, etc., sont capables de stopper ce flux. C'est un peu, je ne sais plus comment s'appelait ce fameux jeu vidéo où la balle venait rebondir c'était le jeu de ping-pong, il s'appelait Ping, je crois. Voilà, donc on a commencé à réfléchir à ces notions de barrières de sécurité. 1962, création officielle du BEA, qui devient un organisme indépendant. Voilà. Avant, vous aviez vu, hein, il dépendait du secrétariat général à l'aviation civile et commerciale. C'était une branche donnée, mais qui n'était pas suffisamment indépendante, et il était nécessaire de le rendre indépendant. Alors, au début, ça s'appelait Bureau Enquête et Accidents. Bernard Boudou pourra vous en parler.
Et puis, ça a été transformé en analyse, en bureau enquête et analyse en 2001, non pas pour dédramatiser, parce que c'était l'année 2001 du crash du Concorde, il me semble, mais c'était tout simplement parce que petit à petit, depuis sa création officielle, le BEA ne s'intéressait pas uniquement à mener des enquêtes et à publier des rapports, mais il était de plus en plus investi dans des analyses, dans l'édition de documents de sécurité, y compris des études de sécurité. Voilà. Donc il y avait cette notion d'analyse des événements de façon individuelle à travers la publication de chacun des rapports, mais il y avait aussi cette notion qu'une partie du cœur du métier du BEA était de procéder à des analyses à grande échelle en croisant justement les données, qu'elles soient issues de leur base de données ou qu'elles soient issues de toutes les recommandations qu'ils pouvaient faire, etc. Donc, c'est devenu un bureau analyse. 1976, création de l'ASRS, l'Aviation Safety Reporting System aux États-Unis, donc géré par la gestion avait été confiée par la FAA à la NASA. À l'heure actuelle, si vous allez sur le site de l'ASRS, vous verrez que le nombre total de REX qui figurent dans cette base de données dépasse le million. Alors évidemment, il intéresse toutes les parties, hein, pas seulement les pilotes, tout le système ATM, la maintenance, etc. Mais il est assorti quasiment depuis l'origine d'une publication mensuelle qui s'appelle Callback, qui reprend, donc c'est à nouveau cette fois-ci non seulement une banque de données de retour d'expérience, mais c'est également voilà, un pas dans cette synergie, retour d'expérience, partage d'expérience. Comme vous pouvez voir, hein, c'est une copie d'écran récente. Vous voyez que maintenant, on a justement le safety reporting sur les UAS, Unmanned Aerial, donc enfin les drones. Et puis sur Hazmat, ce sont par exemple les batteries lithium polymère, etc., tout ce qui concerne aussi certains risques émergents ou de plus en plus prégnants dans le système. Les trois mots, vous voyez, qui sont depuis le départ dans le système ASRS et qui ont été récupérés dans tous les systèmes de retour d'expérience ultérieurement, c'est un système confidentiel basé sur le volontariat et non plus sur des obligations. C'était non plus mandatory, mais voluntary. Et surtout, c'était un système non punitif. 1990, bon, on va parler, évoquer brièvement les travaux du docteur James Reason. Le constat initial, on le dit depuis le début, hein, impossible de supprimer l'erreur liée au fonctionnement humain. Mais justement, bon, il n'y a pas eu que les travaux du docteur Reason à cette époque-là. Ça a été la grande époque, hein, du travail sur les facteurs humains. Et on s'est aperçu que les facteurs humains devenaient quelque chose de prépondérant et qu'on devait y porter un intérêt tout particulier, justement, dans les analyses menées dans le cadre des retours d'expérience en aéronautique. Parce qu'on s'est beaucoup inspiré, y compris en aéronautique, des travaux de James Reason. Bon, le fameux gruyère suisse, mais en fait, l'idée plus intéressante que cette notion de gruyère suisse, c'est l'idée que, en fait, il était nécessaire pour éviter d'avoir des événements que maintenant on qualifie d'événements ultimes, eh bien, il était nécessaire de s'intéresser et d'intégrer dans tous les systèmes de fonctionnement humain des mécanismes de lutte contre l'erreur à travers justement la mise en place de barrières ou l'intérêt lors des analyses de sécurité qu'on s'intéresse aux barrières de protection d'un côté, voire aux barrières de récupération de l'autre. Les barrières de protection, si vous voulez, à l'heure actuelle, on les voit surtout comme par rapport à des événements précurseurs, ça prémunit
d'arriver à un type d'événement indésirable. Il y a des classifications, des taxonomies d'événements indésirables. On en trouve dans le plan de sécurité de l'État, que ce soit pour l'aviation légère d'un côté et puis d'autres pour l'aviation de transport. Et puis, il y a également les barrières de récupération de l'autre, c'est-à-dire qu'une fois qu'un événement indésirable est survenu, pour pas que cet événement indésirable se transforme en événement ultime. Alors, bon, barrières, on parle des plaques de Reason, mais voilà, c'est une question de terminologie. Ce qui est important d'avoir en tête, c'est que ces barrières sont non hermétiques. Voilà, ce ne sont pas des murs infranchissables. Alors, je vais vous prendre une barrière dite de conception, par exemple pour les aéronefs équipés d'origine d'un parachute de cellules. C'est très bien, un type d'événement indésirable, la perte de contrôle en vol. Bah, théoriquement, justement, le parachute de cellule doit permettre, même si l'aéronef généralement est détruit quelque part, hein, l'assurance va considérer qu'il est non réparable, eh bien, en tout cas, les occupants sont saufs. Mais cette plaque, cette barrière de sécurité ou cette plaque de Reason, elle n'est pas complètement hermétique parce que ce n'est pas parce qu'il y a un parachute de cellules que ça veut dire que le pilote va forcément l'actionner. Et il y a un certain nombre d'événements, et le BEA le souligne d'ailleurs dans ses rapports, que soit le pilote a estimé qu'il était en dehors de l'enveloppe de déclenchement, il était trop bas pour déclencher le parachute de cellules, ou alors il l'a déclenché, mais trop tard, par manque de connaissances, parce qu'il était persuadé qu'il récupérerait sa machine. C'est le cas, par exemple, souvent, malheureusement, des pilotes de voltige. Et vous savez, ce fameux accident d'Aura Aéro avec l'intégrale à Saint-Giron, par exemple, en est un exemple. Ils ont essayé d'activer le parachute, le déploiement du parachute de sécurité, parce que c'est un vol d'essai, mais trop tard, parce que le pilote, en tout cas celui qui était aux commandes au moment où le mécanisme d'aileron a cassé, eh bien, le pilote, il a pensé jusqu'au bout, compte tenu de son passé de voltigeur de très haut niveau. Il était persuadé qu'il allait sauver la machine, et en plus, c'était un prototype d'une valeur financière énorme. Donc, vous voyez, il peut y avoir des tas de raisons pour lesquelles une barrière de sécurité qu'on pense fiable à 100% pour, par exemple, empêcher des conséquences délétères à un événement, eh bien non, une barrière n'est jamais à 100% hermétique, et chaque barrière a un trou dans la plaque. C'est l'alignement, ce fameux gruyère suisse, ou cet alignement des trous dans les plaques successives de protection ou de récupération qui mène à l'accident. Ce qui est intéressant aussi dans les travaux du docteur James Reason, et qui a été récupéré après au niveau du retour d'expérience, c'est le distinguo qu'il établit entre les erreurs dites actives qui sont liées à l'opérateur dans la situation dynamique qu'il est en train de vivre, et puis les fameuses défaillances latentes qui sont liées au système lui-même. Et c'est là où on a commencé à s'intéresser beaucoup, de façon beaucoup plus approfondie, à l'analyse organisationnelle et ou systémique. Alors, j'en veux pour exemple un rapport que doit très bien connaître Bernard Baudou, qui était un accident d'avion léger au départ de deux avions légers d'ailleurs, au départ d'Anguin-Moissel, et où c'était la première fois dans un rapport d'accident sur l'aviation légère, où justement, au cours de l'enquête, le BEA avait souligné d'ailleurs dans le rapport les défaillances qu'il pouvait y avoir au niveau de l'encadrement et de la supervision au sein d'un aéroclub. Donc, il s'était intéressé déjà à l'analyse de l'organisation. Et maintenant, bon, on s'y intéresse à travers la partie prédictive des analyses de sécurité via des outils qu'on fournit à nos aéroclubs, en particulier un outil qu'on appelle aérodiagnostic, qui permet justement aux instances dirigeantes de nos structures de procéder à cette analyse organisationnelle, bon, sur des tas de points de vue, mais en particulier au niveau de la sécurité,
de façon à arriver cette fois-ci à un fonctionnement un peu plus prédictif. Les travaux de James Reason, ils ont servi de base au travail ultérieur. Alors, quelqu'un qui a fait pas mal enfin, qui a énormément collaboré, parce que ce n'était pas le seul, hein, au niveau du retour d'expérience et puis surtout sur la partie facteurs humains, mais il a beaucoup travaillé avec Eurocontrol et il est à l'origine de ce qu'on a appelé Safety One to Safety Two. Donc, c'est Eric, je crois, son prénom, Holnagel, un Danois, un chercheur danois. Justement, on évoquera ça à la fin, mais l'idée, c'était de passer, non plus de s'intéresser à ce qui représente finalement très très peu en quantité par rapport à l'activité humaine dans un domaine donné, mais à s'intéresser plutôt dans les fondements et l'amélioration de la sécurité au fonctionnement normal, je sais pas, au fonctionnement normal d'un aéroclub, hein, où il ne va pas y avoir d'accident pendant 10 ans, et puis on aura ce fameux accident, mais on va s'intéresser alors qu'à cet accident-là pour essayer d'améliorer la sécurité, alors qu'il y avait une sécurité qui a marché pendant 99,99% du temps d'activité de cette structure avant. Voilà. Et donc, si vous voulez, l'idée, c'est de passer d'une culture de l'échec à une culture de la réussite d'un point de vue sécurité. Aussi, on verra que c'est peut-être ça qui permettra de faire avancer justement le retour d'expérience et de le faire progresser, puisqu'on n'arrive pas, à nous, enfin, tous nos objectifs dans le retour d'expérience fédéral, tel qu'établi par la Fédération française aéronautique, tous ces objectifs ne sont pas atteints, loin de là. 1996, la DGAC lance un appel d'offres pour justement mettre en place une méthodologie commune d'analyse de ce qu'elle appelle les incidents opérationnels. Alors, vous savez, ces fameux incidents opérationnels, comme Pierre-Georges Latécoère avait déjà mis les prémices et puis dans des cahiers juste depuis 1920. Vous voyez, bon, là, ces incidents opérationnels dans les compagnies aériennes. Le rapport final, le rapport OIRAS, publié 3 ans plus tard ou 2 ans et demi plus tard, il s'appuyait, il existait à l'époque, hein, puisqu'ils ont vraiment fait un tour du monde de ce qui existait dans les systèmes de retour d'expérience. Il y avait 8 systèmes de compte rendu qui étaient en service actif dans le secteur aéronautique. Le système BASIS de la British Airways, l'OACI avait ce fameux système ADREP, avec la fameuse taxonomie ADREP qu'on utilise, que tous les organismes d'enquête, que la base ECERS, enfin l'ECR, l'European Common Repository, utilise comme terminologie, qu'on utilise nous également à la Fédération française aéronautique, afin d'avoir cette compatibilité entre les systèmes de retour d'expérience volontaires d'un côté, tel qu'on le fait au niveau fédéral, et puis les systèmes de retour d'expérience obligatoires via l'occurrence le Mandatory Occurrence Reporting, ou via les CRESAG pour nous. Alors, vous voyez, ce qui est intéressant ici à noter parmi ces 8 systèmes, hein, qui fonctionnent toujours, Chirp en Angleterre fonctionne toujours, ils ont leur propre site, ils éditent leur propre bulletin également. Mais en Angleterre, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'il y avait déjà cohabitation à l'époque entre un système à report obligatoire, le MORS, et puis le système Church, qui était un système à report confidentiel basé sur le volontariat. Le fameux ASRS dont on a encore parlé, puis le système ECAR, qui a été système, dont la communauté économique européenne, avant qu'il y ait réellement l'EASA, c'était l'époque des JA à l'époque, mais avait été confié à l'université de Berlin un système de retour d'expérience volontaire et à la tenue d'une base de données. Ça n'a pas vraiment marché parce que il y avait des problèmes entre la réglementation aéronautique d'un côté et la réglementation officielle, parce que c'était confié à une université.
ont fait qu'il y a eu des problèmes juridiques et que ça s'est très, très vite arrêté. En 1997 également, il y avait justement le rapport OIRAS, mais qui était essentiellement consacré à l'aviation de transport. Mais en 1997, eh bien, la DGAC a pensé également à l'aviation légère et sportive, on va dire à l'aviation générale, en confiant à l'ONERA la réalisation d'une analyse globale de sécurité en aviation générale. Il y a eu des consultations, hein, vous voyez, entre le service de la formation aéronautique et du contrôle technique, le BEA, la FFA qui à l'époque s'appelait FNA, la FFVV, donc qui maintenant s'appelle FFVP, le GFH, bon, c'est la Fédération française de giraviation maintenant, et puis les avions Robin. Il y a eu ce fameux rapport Sirius qu'on trouve hein, sur le site de la DGAC. Sirius, ça voulait dire système informatisé de report des incidents utiles à la sécurité. Même chose, paru en 1999 et qui met, donc l'ONERA est un organisme de recherche, hein, qui met bien en lumière la nécessité de faire cohabiter, à l'instar du Royaume-Uni, comme on l'a vu sur la diapositive précédente, un système à report obligatoire, mandatory d'un côté, et un système à report volontaire de l'autre, et un système qui, s'il était volontaire, devait avoir une vocation confidentielle. L'étude a été très loin puisqu'il y avait eu production d'un outil et avec toute sa documentation technique. Et voyez justement cet outil. À chaque page, il est mentionné hein, dans le tome 2 qui doit faire une soixantaine de pages que c'est bien le retour d'expérience en aviation générale. Ici, je vois qu'il y a une erreur, je rectifierai, ce n'est pas la page de garde du rapport OIRAS, j'ai fait un copier-coller, mais c'est cette fois-ci le rapport dit rapport Sirius. 2000. 2000, création par le BEA, donc à partir, entre autres, justement, des recommandations issues du rapport Sirius, création par le BEA du REC, le recueil d'événements confidentiels, en concertation avec la DGAC et les fédérations d'usagers de l'aviation légère et sportive. Bon, les fédérations, alors nous sommes 9 hein, au Comité national des fédérations aériennes sportives, le CNFAS, voilà, qui avait été consulté à l'époque aussi bien par la DGAC que par le BEA lui-même. L'idée était de justement lancer on va dire cette notion de témoignage volontaire et puis d'utiliser justement les préconisations de l'ONERA pour avoir une base de données spécifique qui n'était plus une base de données d'accidentologie, mais une base de données, je pense que Bernard Boudou nous le confirmerait, mais qu'ils appelaient base de données REC, voilà, qui garantissait l'anonymat. On a tous trouvé dans nos aéroclubs ces fameuses feuilles, vous savez, ensuite on pouvait plier en trois, mouiller puisqu'elles étaient préaffranchies, et on pouvait mouiller les trois côtés pour plier avec notre témoignage écrit qui aboutissait dans les bras de Bernard Boudou au BEA. Et ça a permis, et c'était à nouveau justement cette idée d'avoir une première synergie officielle entre le REX et le PEC, c'est-à-dire que retour d'expérience d'un côté, volontaire, anonymat garanti, mais partage de ces expériences via la production de ce bulletin REC Info. Publication de 4 pages, un ou plusieurs thèmes de sécurité donnés à chaque numéro. On trouve dans les liens utiles hein, du BEA toutes les archives, on peut encore télécharger. C'est une bonne et saine lecture, tous les numéros de REC Info. Et vous voyez, ça a démarré en 2000, mais des événements qu'on trouve dans le REX FFA à l'heure actuelle, c'est-à-dire plus de 20 ans plus tard, eh bien, on les trouvait déjà des types d'événements rapportés dans le REC Info. Bernard a géré le REC jusqu'à fin 2010, donc vous voyez, duré 10 ans. Et on va dire, un des gros apports de Bernard, bien qu'il ne se mettra jamais en avant pour
par rapport à ça, c'est que c'est grâce au REC que Bernard a réussi à introduire ce qu'on a appelé la taxonomie positive. Et cette taxonomie positive que Bernard a réussi à mettre en place, à faire accepter par le BEA lui-même, a été reprise après par le CICTT, vous savez, le Common Taxonomy Team, qui justement fait les principales taxonomies avec lesquelles sont codés les événements de sécurité dans toutes les bases de données, y compris la base ECERS d'ailleurs, et où maintenant on essaye d'avoir un équilibre entre justement on va dire, on ne s'intéresse pas qu'aux erreurs, on s'intéresse également à tout ce qui a permis d'éviter une multiplication d'erreurs. On s'intéresse à la façon dont l'erreur a pu être rattrapée, même si un événement indésirable est arrivé. Et on essaie d'avoir un équilibre entre la partie positive et la partie négative lorsqu'un événement de sécurité se produit. Par exemple, Bernard, et maintenant on l'utilise en tant que facteur de réduction ou aggravation dans le calcul des indices de risque. Par exemple, Bernard, dans cette taxonomie positive, mettait l'intervention d'un tiers. Alors, l'intervention d'un tiers, bon, il y avait l'intervention d'un instructeur, par exemple, que ce soit une intervention par radio, que ce soit parce qu'il était à bord, etc., etc. Mais voilà, bon, la taxonomie positive est, à mon sens, issu de ce retour d'expérience volontaire, et ça a été un des gros apports pour la suite lorsque, bien à la fin, puisque justement dans le rapport Sirius qu'on évoquait juste avant, il était censé, dans les recommandations, ça ne devait pas être quelque chose ni géré par la DGAC, ni par le BEA, dont ce n'était pas spécialement a priori le cœur de métier. Si les fédérations avaient participé justement aux consultations pour ce fameux, dans le cadre des travaux de l'ONERA sur Sirius, c'est parce qu'à terme, il était justement envisagé que ce soit les fédérations d'usagers elles-mêmes qui gèrent leur propre système de retour d'expérience. Mais il fallait évidemment quand même qu'il y ait une base commune. Et je pense que toutes nos fédérations peuvent remercier Bernard d'avoir passé 10 ans de sa carrière au BEA à gérer le REC et d'avoir mis en place cette taxonomie positive que la plupart de nos fédérations utilisent de plus en plus à l'heure actuelle. 2011, vous voyez, donc fin du REC, groupe de travail, BEA, DGAC, IASA, l'Institut d'amélioration de la sécurité aérienne, voilà, Alain Jamet, MEAS à la Malgue, et ça a été un de ces gros chantiers, voilà, de diriger l'Institut d'amélioration de la sécurité aérienne. Avant maintenant d'être à la tête de l'ISAL, entre autres, de l'instance de sécurité de l'aviation légère au sein de MEAS, et puis les fédérations du CNFAS. Il a fallu plancher sur le successeur au REC. Et comme je le rappelle, ce sont les conclusions du rapport Sirius qui laissaient entendre que de toute façon, pour que le système perdure dans le temps, il fallait que chaque fédération d'usagers puisse se l'approprier et le gérer elle-même. Alors, le successeur au REC, on l'a appelé REX pour retour d'expérience. Bon, le mot était déjà connu, on n'a rien inventé. Et il a été rendu accessible a priori. Je sais que pour notre fédération, ça a été en septembre 2011. A priori, sur tous les sites Internet de toutes les fédérations suivantes, pas seulement FFA, eh bien, il a été mis en place. Alors, on voit la FF Plume dans les fédérations. Le rapport Sirius n'avait pas à l'origine, justement, ne s'intéressait pas, on va dire, à l'ULM, mais l'ONERA avait bien perçu, et puis la DGAC aussi, que l'augmentation du volume d'activité des ulmistes, du nombre de pratiquants, faisait qu'il serait intéressant, le jour où les fédérations d'usagers
récupéreraient à leur compte les systèmes de retour d'expérience volontaires, eh bien, il serait bien que la FF Plume soit aussi de la partie, et elle en fait partie. Particularité, c'était qu'il y avait un groupe de travail propre à chaque fédération qui devait être chargé de gérer chaque système REX propre à chaque fédération. Et voici une capture d'écran du premier système REX implémenté au niveau fédéral. Il y avait une équipe de 3 personnes qui le gérait. Il y a eu, donc ça a fonctionné, on va voir après, de septembre 2011 à fin 2015. Et on a eu environ 660 REX de déposés de façon spontanée. Voilà. Le titre était mis par le groupe de gestion, hein. Voilà. Mais le contenu provenait des témoignages faits par les pilotes. 2014, le fameux règlement UE 376-2014, qui amendait, il y avait déjà eu un règlement en 2010, hein, mais qui amendait le règlement relatif aux enquêtes sur les accidents, incidents graves et incidents, et qui officialisait, d'un point de vue européen en tout cas, le fait que l'aspect réactif des enquêtes sur les accidents ou incidents graves devait être complété par un aspect proactif via l'occurrence reporting. On va voir tout à l'heure comment, puisque c'était l'époque aussi où on faisait des analyses, enfin c'était l'époque, on en fait toujours, où on commençait vraiment les analyses de risque, en tout cas nous au niveau fédéral. Ça a officialisé au niveau européen cette double notion des comptes rendus obligatoires d'un côté et des comptes rendus volontaires de l'autre. Donc, c'était une reconnaissance à la fois, rappelez-vous, on avait vu hein, les initiatives Morse, Chirp en Grande-Bretagne et puis le REC du BEA hein, aussi dans ce qui était compte rendu volontaire. Ça introduisait les notions d'anonymisation. Bon, alors, ça ne les introduit pas, puisque le REC, par exemple, ou le système Chirp était un système où on garantissait l'anonymisation. Mais en plus de l'anonymisation qui existait déjà, il y avait une reconnaissance officielle à travers un texte officiel de la protection du notifiant par rapport à l'autorité à laquelle il devait faire ses déclarations obligatoires. Mais également, ça a introduit la notion de culture juste. La culture juste existait déjà, mais là, ça a été, on va dire, l'appropriation par les usagers, en particulier ceux de l'aviation légère, de cette notion de culture juste. C'était l'époque aussi où, vous savez, on devait devenir tous ATO et où il y avait justement cette notion de culture juste dans les manuels SGS que devait déposer chacune des structures pour devenir organisme approuvé. Bon, culture juste, on en parle maintenant, c'est devenu la norme, hein. Les erreurs, une erreur c'est involontaire, donc forcément elle est tolérée. Une omission, on part de l'idée qu'une omission elle sera involontaire, donc elle est tolérée également, mais les infractions ou les manquements répétés ne sont pas admis, c'est ça la culture juste, et c'est a priori rentré dans les mœurs. Mais on va dire dans l'esprit de nos pratiquants, le distinguo entre les deux n'est pas forcément très clair, donc des fois, il y a certainement, justement, il y a un certain nombre de déclarations, d'événements qui nous échappent et qui échappent au club, puisque maintenant, c'est au niveau local hein, que ça se fait. Il y a le REX national, mais chaque REX est géré au niveau local. Eh bien, on sait qu'il y a un certain nombre de déclarations qui nous échappent parce que il y a des omissions volontaires qui entraînent des infractions, etc., dont les pilotes évidemment, ne se vantent pas. Alors, on peut être au courant à l'heure actuelle parce que on n'a pas que le système de compte-rendu de l'usager lui-même. Il y a aussi les prestataires des services de navigation aérienne, etc. Voilà, il y a le GPSA, par exemple, lorsque des événements mixtes se produisent. Voilà, donc on est forcément maintenant
au courant, je pense que chaque licencié est au courant de cette notion de culture juste, mais que ça induit encore certains comportements qui font que on n'a pas tous les signaux qu'on aimerait avoir dans nos analyses de sécurité. Euh, le règlement 376-2014 a été complété par le règlement UE 2015-2018. Bon, c'est là où on a eu cette fameuse liste des 26, mais vous prenez les arrêtés de 2003-2007 du BEA, il y avait déjà au moins et peut-être même plus d'événements listés à déclaration obligatoire. Alors, l'aspect proactif du REX, c'est ce qui nous intéresse, parce qu'on est passé vous voyez, au fur et à mesure du temps, on est passé juste de l'aspect réactif, les enquêtes BEA, quand il y a des événements ultimes, destruction aéronef, perte des occupants, etc., pour des événements indésirables. Et bien maintenant, à travers, bon, ça c'est un exemple d'analyse ou un extrait d'analyse de risque, eh bien, on est passé à un intérêt sur la notification via le REX sur ce qu'on appelle des événements précurseurs dans des tas de domaines donnés. Mais ça, c'est la partie proactive. Voilà. Il y a le système réactif à la fin et la partie proactive au départ. 2015, donc suite au règlement 376-2014, mise en place de la notification obligatoire en aviation légère et sportive, introduction d'une temporalité à respecter, d'une part, mais ce qui est intéressant, c'est que les CRESAG, compte rendu d'événements de sécurité en aviation générale, bon, autres CRESNA en navigation aérienne ou CRESMANA, événements de maintenance, etc., sont reversés dans la base ECERS. Voilà, la base ECERS ou la base ECR, European Common Repository. Début 2016. Alors, on a mis en place, vous avez vu en 2011, on avait ce fameux premier REX FFA, et vraiment 2016, ça a été la mise en place du système de notification vraiment volontaire issu du règlement 376-2014, qui est venu succéder au REX de 2011, mais cette fois-ci avec les différences qu'il n'était plus accessible qu'aux seuls licenciés. Le premier REX, n'importe qui pouvait se connecter sur le site internet de la fédération et déposer un REX. On n'avait pas besoin, un pilote propriétaire qui n'était pas membre d'un aéroclub pouvait déposer un REX, partager son expérience. Le REX FFA n'est accessible, et c'est toujours le cas, qu'aux seuls licenciés. Il respectait le principe de déclaration directe à l'exploitant édicté par la DGAC dans son fameux guide à l'intention, guide sur la notification obligatoire. Ensuite, il permettait à l'exploitant de se charger lui-même pour décharger justement, on va dire, l'opérateur de première ligne qui n'est pas censé maîtriser ni les délais de notification, ni la fameuse liste des 25 pour nous, pas 26, parce que le transport de charge sous élingue, ça ne concerne pas l'aviation d'aéroclub. Donc, c'était l'exploitant lui-même qui se chargeait de la notification obligatoire, donc de la transmission des fameux CRESAG. Et puis, c'était à l'exploitant de se charger également via le système REX-FFA, et c'est toujours le cas, de l'analyse et de la publication, qui pouvait être juste en interne, donc que pour le club et les membres du club, ou interne et national. C'est-à-dire que c'était la première fois qu'on avait aussi cette notion de partage en interne entre membres d'une communauté de proximité, et puis d'un autre côté, partage national via le REX national. On avait mis en place un guide spécifique fédéral à l'usage des pilotes pour compléter le guide des GAC. Vous voyez, on reprenait cette fameuse liste des 25 types d'événements. Son fonctionnement, c'était une application déportée web. On n'assurait pas le stockage. C'était le prestataire qui s'occupait d'un point de vue national du stockage. Donc, le club n'avait pas la responsabilité de l'archivage. À l'époque, je vous rappelle, on fonctionnait dans le cadre ATO et pas ATO plus DTO. Donc, il y avait cette notion d'archivage qui faisait peur à certains clubs. Donc, la fédération avait chargé le prestataire de se charger de l'archivage.
Chaque club avait son propre identifiant de connexion, donc il y avait individualisation possible de cette application des portées dans une liste d'aéronefs, dans la liste des gestionnaires, les droits conférés à ces gestionnaires sur la fourniture d'une bibliothèque interne de documents sécurité, sur les possibilités d'abonnement, etc., etc. Bon, l'idée, c'était qu'un pilote déclare à partir d'un lien propre à son club, avec une possibilité d'anonymat s'il le souhaitait. Le CPS, qui était le cœur de ce système, recevait une notification, le CPS contactait, etc. Il pouvait procéder seul ou via une commission. Là, il y avait beaucoup de liberté laissée aux aéroclubs dans la façon de gérer ce REX, hein, soit en le confiant à une seule personne de confiance, formée parce qu'elle avait les compétences, soit en mettant en place une sorte de commission de sécurité composée et d'instructeurs et de pratiquants. Euh, voilà, mesures mises en place, solutionnement et prévention, hein, ils devaient être listés et elles pouvaient être partagées d'un point de vue national avec l'ensemble de la communauté. Donc, on était à nouveau dans une optique de PEX, de partage d'expérience. Bon, petit détail de l'interface de consultation du pilote. Vous voyez qu'on avait une recherche critériée possible, hein. D'ailleurs, cette recherche n'était pas que pour le pilote. Mais voilà, les pilotes pouvaient prendre connaissance et consulter tous les règles déposés par nature, par type d'événement, par type de vol, etc. Ils pouvaient restreindre leur choix, etc. L'interface de dépôt de déclaration, vous voyez bon, comment c'était pour un pilote, hein, qui déposait un REX. Seul souci, c'est que ça a été conçu comme une application de bureau et ça a été, on va dire, un des soucis auxquels on a été confronté. C'est que qui dit application de bureau dit nécessité d'avoir un ordinateur. Ce n'était pas prévu du tout pour les solutions mobiles et nécessité d'avoir un ordinateur sous la main. Généralement, les ordinateurs sont dans les salles de préparation des vols et on a beaucoup de pilotes qui, ben, n'ayant pas d'ordinateur à disposition, bien disaient ah bon, ben, c'est pas grave, l'ordinateur de la prépa vol il est utilisé, je ne veux pas déranger, je ferai la déclaration, je rédigerai mon Rex à la maison ce soir. Et puis le soir, il était passé à autre chose. Il avait déjà réfléchi que finalement, il ne s'était peut-être pas fait si peur que ça. Et il y a des tas d'événements comme ça qui sont passés, je dirais, à l'as. Le CPS, qui était au cœur de la chose, et qui l'est toujours, hein, d'ailleurs, il disposait d'un guide spécifique. On a un guide du CPS élaboré par la FFA. Il disposait d'un CRPS, un correspondant régional référent, qui pouvait lui être de secours, un soutien logistique aussi, des personnes issues de la commission prévention sécurité. Et toujours un groupe de 3 personnes. Ce sont les 3 mêmes personnes qui géraient le premier Rex fédéral, hein, qui continuent à le gérer à l'heure actuelle. Il y avait une aide, il y a une aide en ligne contextuelle, hein, pour aider les CPS, et puis il y avait toute l'aide interne qu'on pouvait avoir, je vous dis par exemple les FI, hein, dans l'analyse, justement, synthèse pédagogique, etc. Et surtout, notre modus vivendi, c'était que le CPS ne dispose d'aucun pouvoir de police. La Fédération française aéronautique, pour essayer quand même de cadrer la chose, avait mis en place qui est toujours valide, hein, d'ailleurs, une charte de publication nationale. Bon, vous voyez, hein, absence de mise en cause ou de jugement porté sur une personne, une entité, un organisme. Il fallait que l'anonymisation pour une publication nationale soit suffisante. C'est une des tâches d'ailleurs du groupe national, c'est de vérifier que l'anonymisation permet de ne pas tracer théoriquement l'événement en question et de remonter à sa source, que le REX soit entièrement instruit. Donc, on avait de plus en plus, en fait, on avait un nombre de rubriques relativement important. On va en avoir moins dans le nouveau REX qui va sortir là. On est en cours de finale. Et puis, les REX relatifs à des accidents matériels ne sont publiés, ils sont mis en attente. On a une corbeille spécifique pour ça. Et ils sont publiés uniquement après clôture de l'enquête BEA, même si c'est une enquête dite catégorie 3. Les CPS avaient, vous voyez, un certain nombre d'onglets, ont un certain nombre d'onglets spécifiques à disposition pour exercer leur mission. Ils peuvent prendre des notes de travail, donc dont le contenu ne sera jamais publié. Ils peuvent s'intéresser dans l'analyse aux indices préexistants.
des signaux antérieurs, hein, justement, que ce soit des signaux sur d'autres REX déposés, des signaux antérieurs, je sais pas, des signaux sur des faiblesses matérielles, etc., etc. Ensuite, eh bien, cause principale identifiée. Voilà, on a voulu quand même serrer la chose pour pas trop délayer. On avait estimé que c'était ce qui devait être la priorité. Donc, vous voyez, cause principale identifiée, mais facteurs contributifs, finalement, on s'y intéresse moins dans le REX fédéral actuel. Et puis, facteur d'aggravation du risque, alors je vous mets juste qu'en fait, ça permet d'affiner la relation fréquence-gravité. Vous voyez, fréquence-gravité, hein, on en parle depuis justement la pyramide d'Heinrich ou de Bird ou le diagramme de Farmer qui s'intéresse à ce truc-là, ou les matrices actuelles hein, qui sont établies en fréquence et gravité. Synthèse de l'instructeur, donc il y avait association des équipes pédagogiques de nos structures, il y a association des équipes pédagogiques de nos structures à l'analyse des événements rapportés dans le REX. Plan d'action, action corrective et action préventive, donc intérêt pour les aspects réactifs d'un côté et proactifs de l'autre. Et puis, la possibilité pour les gestionnaires de l'application du REX national voilà, de mettre des compléments pour renvoyer à des documents existants, par exemple, renvoyer à des fiches, vous savez, qu'on appelle les règles pratiques, etc. Pour le CPS, pour la classification, donc là, on va parler un peu de la matrice de risque. Vous voyez, bon, cette matrice de risque communément utilisée maintenant dans tous les secteurs, hein, qu'ils soient industriels, etc. On va juste voir qu'en fait, c'est l'émanation directe en fréquence-gravité de ce qu'on trouve, je vous dis, dans les pyramides des années 30 de Heinrich. Des indicateurs qui permettaient au CPS ou qui permettent au CPS de mieux cibler la fréquence de récurrence potentielle pour déterminer si la fréquence de l'événement, c'est probable. Bon, par exemple, je vous dirais que les sorties de DR400, les sorties de piste de DR400, la fréquence, c'est probable. Particularité de la matrice de risque, donc le fameux diagramme de Farmer qui fait une séparation d'un côté entre le domaine des risques acceptables et le domaine des risques inacceptables. Bon, l'idée, ce n'était pas d'arriver à nouveau une formule d'exponentielle décroissante telle qu'il l'expose lui, mais pour voir que d'un côté, on peut jouer sur les effets préventifs, les mesures préventives, qui vont essentiellement jouer sur la diminution de la fréquence d'apparition des événements. Et puis, on peut, pour passer dans le domaine des risques beaucoup plus acceptables, eh bien, l'effet de la protection, en mettant en place des mesures de protection. Je ne sais pas, renouvellement de flotte, on décide justement de payer le supplément du parachute de cellule ou d'utiliser un aéronef équipé de série d'un parachute de cellules. Donc, les matrices de risque, hein, même celle de l'OACI, est basée sur le fameux diagramme de Farmer. L'EASA aussi, la DGAC, accepte ces matrices-là, puisque c'est une représentation, une simplification acceptable pour ne plus avoir à utiliser une formule, mais pour avoir à utiliser des cellules en nombre limité. Généralement, c'est en 4 sur 4 ou 5 sur 5. Nous, on a adopté à la Fédération une terminologie pour la matrice qui est adaptée à l'aviation légère et sportive. Vous voyez, plutôt que d'utiliser des fréquences chiffrées comme ça se fait en aviation commerciale, mais où ils ont d'autres moyens, nous, c'est verbal, c'est parlant, c'est-à-dire c'est du très probable, probable, improbable ou très improbable. Alors, ça peut être basé sur des chiffres, hein, comme on voyait sur la diapo précédente, par rapport au nombre total de déclarations. Vous voyez, ce type de déclaration pour tel type d'événement, on en trouve quand même beaucoup. C'est donc, il est probable qu'on ait beaucoup de déclarations de ce type. Cette fameuse matrice de risque issue du REX fédéral, elle est utilisée dans le cadre des analyses de risque menées par la commission prévention-sécurité. Mais cette fois-ci, vous voyez, ce n'est pas uniquement fréquence-gravité, c'est fréquence-gravité fois des coefficients de pondération ou d'aggravation dans le calcul de la valeur, on va dire, sur une échelle indiciaire du risque.
sachant que, vous voyez, on a accident corporel, par exemple. Si on coche dans la matrice accident corporel, les blessures, elles peuvent être bénignes. L'aéronef peut être, enfin, accident matériel et corporel, l'aéronef peut être peu endommagé, mais ça peut aller jusqu'au stade de l'accident fatal avec un aéronef détruit ou correspondre avec un coefficient de majoration donné au fait que les personnes à bord ont eu des blessures graves. Barrière de protection, elle, justement, c'est un coefficient de, cette fois-ci, non pas d'aggravation. Hein. Enfin, si, là, il est mis dans ce sens-là, d'aggravation, mais dans ce sens-là, plus on a de barrières de protection possibles, à la fois bord, sol, conception de l'équipement, etc., évidemment, là, plus la valeur du coefficient d'aggravation est faible. Et bord uniquement, le pilote sans instructeur à bord, sans aide depuis le sol, etc. Évidemment, c'est le coefficient de risque le plus élevé pour nous. Possibilité d'avoir des pièces jointes, c'est seulement depuis un an dans les publications REX, mais ça permet une meilleure compréhension et une valorisation du REX. Et puis, vous voyez, dans validation publication, il y avait le fait d'aller cocher la catégorie ADREP relative au type d'événement. Il y avait une connexion, il y a une connexion spécifique pour nos correspondants, vous savez, ces fameux référents régionaux, nos correspondants régionaux de prévention sécurité, on avait justement pour eux l'idée, c'est en fonctionnement, hein, d'avoir une vision des REX relatifs à sa seule région, donc aux structures placées sous sa responsabilité. On va dire qu'il y a une régionalisation aussi des événements pour permettre au niveau de la politique de sécurité régionale de notre fédération, de pouvoir l'adapter en fonction de la nature des événements de sécurité constatés dans cette région et en la comparant à celle des autres régions, puisque un CRPS peut aller voir sa propre région, mais aller voir ce qui se passe dans les autres également. Petite valeur ajoutée du REX FFA, justement à travers le partage d'expérience, cette fois-ci sous l'ancienne forme du REC Info, hein, on a une publication. Alors, ça fait on va avoir le numéro 3 au mois de juillet. C'est le bulletin REX Info. Voilà, c'est un petit clin d'œil à REC Info, mais on a le REX Info à l'heure actuelle au niveau fédéral, auquel le BEA d'ailleurs apporte sa contribution pour chaque numéro. Point important, les limitations du REX FFA, c'est le fait que chaque club possède la liberté d'adhérer ou non au système. Donc, on a 50% seulement de nos clubs à l'heure actuelle, 600 aéroclubs fédéraux, on en a 300 seulement qui ont ouvert leurs droits. Et vous voyez, on en est pourtant à 7 années de fonctionnement, 7 années pleines de fonctionnement du REX FFA, nouvelle mouture, sous sa mouture actuelle. Donc, le taux de pénétration est relativement lent. On pense que c'est possiblement lié à l'évolution historique du retour d'expérience aéronautique dans notre culture française. Vous voyez que, au début, qui se chargeait de ça, c'était l'IJAC. Donc, il y a cette notion d'inspection. Donc, l'inspection, vous savez, dans la mentalité de la société française, hein, inspecteur égale l'œil de Moscou. Et puis, l'association au REC, qui était pourtant un recueil d'événements confidentiels, mais l'association avec le BEA, Bureau d'enquête. Ah, donc cette notion d'enquête, on pense qu'on a encore beaucoup de pratiquants qui pensent qu'une enquête est forcément à charge. Donc, on a nécessité de rassurer les usagers, nous, à tous les niveaux, pour leur faire comprendre, et d'ailleurs en faisant évoluer justement le REX, du fait d'enquêter ou d'analyser ce qui n'a pas été vers plutôt le fonctionnement normal à 99% de l'activité de nos pratiquants, qui est un fonctionnement tout à fait normal, hein, sans événement de sécurité. Donc, ils assurent leur propre sécurité 99% du temps. Voilà. L'idée, c'est de passer d'un système où on s'intéresse à l'échec à un système où on valorise au contraire la réussite. Or, quand on réussit 99% du temps de pratique à ne pas être confronté à un événement de sécurité, c'est qu'a priori, on peut être rassuré sur son niveau de pratique.
Alors, chaque club, ça c'est un des problèmes du Rex FFA, c'est que chaque club décide des Rex qu'il souhaite partager ou non nationalement. Alors, regardez dans les statistiques hein, qui nous est donné d'avoir au niveau national pour le groupe national. Voilà, par an glissant, combien de Rex FFA sont déposés par an glissant? Bon, 2158, c'est pour l'ensemble des 300 aéroclubs donc, qui adhèrent au système Rex FFA. On sait qu'ont été déposés dans ces 300 aéroclubs, il a été déposé 2158 REX au cours des 365 derniers jours glissants. Et regardez, au cours des mêmes jours, des mêmes 365 jours, il nous en est remonté seulement 537 qui ont été publiés nationalement via cette fameuse publication hebdomadaire. C'est-à-dire que c'est un taux de 4 contre 1. On n'a que 25% des REX déposés par nos licenciés qui font l'objet d'un partage d'expérience nationale. Donc, en fait, on est dans l'impossibilité, il faut qu'on le reconnaisse, hein, de connaître l'intégralité des signaux faibles, c'est-à-dire le bas de la pyramide, cette fameuse pyramide de sécurité ou d'insécurité, eh bien, voilà, on a encore une partie de l'iceberg qui est sous l'eau. On a absence d'exploitation de certains REX. Stéphane, je m'excuse, je crois qu'il te reste encore 5 ou 6 transparents diapos. Oui. Euh, et on a dépassé 20 heures là, donc je t'ai laissé Non, c'est continuer. vrai. C'est vraiment Ouais, passionnant. je suis trop bavard. Tu vois, Non, mais t'inquiète pas. C'est simplement pour te dire qu'on a dépassé 20 heures. Euh, Oui. bon, il reste, je crois, 7 diapos à passer. Bon, tu continues bien évidemment parce que j'imagine que ça intéresse tout le monde. Bon, Voilà. je vais essayer de me dépêcher. Ouais, il n'y aura pas trop de place pour les questions-réponses. Bon. Donc, absence d'exploitation de certains REX, parce que l'anonymat, un REX anonyme, évidemment, bah, on ne peut pas l'analyser correctement, il manque forcément des éléments. Alors, l'anonymat, il peut être anticipé par le déclarant par peur d'absence d'une anonymisation ultérieure, voire bah, des fois, on a absence totale de déclaration par peur des conséquences hein, liées à la pénalisation. Alors, je vous parlais tout à l'heure de cette notion, vous voyez, enquête à charge. Mais non, on n'est pas le shérif. Euh, voilà. Mais néanmoins, on a encore des pratiquants qui pensent que, et l'expérience montre, et par le bouche à oreille, on le sait, que malheureusement, le REX, dans certains aéroclubs, hein, le REX FFA, a servi à certains aéroclubs à effectuer une pénalisation de leurs pilotes. Je vais vous donner un simple exemple qui est très parlant, un aéroclub que je ne citerai pas. Un pilote dépose un REX FFA dans son club parce que il a sorti les volets en configuration atterrissage au-delà de la VFE. D'ailleurs, pas avec une, je sais plus, 5 nœuds, allez, donc vous voyez, 10 km/h, il fait un REX. Eh bien, ils l'ont fait passer en conseil de discipline et ils l'ont viré de l'aéroclub. Bon, voilà. Donc, vous comprenez qu'après, on est encore certains pilotes qui hésitent à déposer des REX. On a ceux qui pensent que c'est inutile, alors que ce soit au niveau des instances dirigeantes, hein, et c'est d'ailleurs pour ça qu'elles n'adhèrent pas forcément au système, c'est qu'ils voient ça comme une contrainte et que c'est inutile, puisque de toute façon, la sécurité en aviation légère, il n'y a qu'à regarder les statistiques d'accidents, ça ne progresse pas vraiment vite. Hein, voilà. Mais normal, on est très proche de l'asymptote d'insécurité. Ensuite, on peut noter une grande disparité dans la qualité des analyses. Je pense que beaucoup de nos auditeurs sont vraisemblablement pratiquants et licenciés à notre fédération et donc reçoivent des publications et ont accès aux analyses. Et c'est vrai que ça pêche un peu par moment. Et puis, il y a aussi autant d'interprétations différentes de la notion de situation à risque qu'on a de pratiquants. Il y a celui qui ne fera pas de déclaration parce qu'il ne pense pas s'être mis spécialement en danger. Rex FFA 2023, on va faire évoluer l'application. En fait, on va avoir deux applications qui vont cohabiter. L'application actuelle hein, qui va servir en fond en tant que portail web, mais on s'appuie sur l'évolution sociétale basée sur facilité d'utilisation, convivialité, instantanéité. Donc, on a développé une application basée sur l'utilisation des moyens mobiles, téléphone, tablette, saisie via des icônes, liste déroulante, accès direct à l'appareil photo pour les pièces jointes,
voilà, le REX 2023 va être orienté non plus ordinateur de bureau, mais utilisation de moyens mobiles et avec une simplicité d'utilisation, en particulier parce qu'on vise la clientèle jeune, nos jeunes pratiquants, pas que les moins de 21 ans, mais qui ont l'habitude, une facilité d'utilisation des moyens mobiles. Par exemple, vous allez voir, après, bon, le processus, le CPS est toujours au cœur du processus, mais on insiste maintenant, enfin, on va travailler, et c'est prévu, sur l'unification et la standardisation du processus d'analyse, justement pour éviter tous ces écarts qu'on a dans la qualité des analyses. Et on va utiliser un système unique basé sur les faits établis d'après un chronogramme ou établis via un chronogramme, et puis les écarts par rapport à l'attendu pour ces faits. Voici des captures écran de l'application. Et ce qui est intéressant, c'est que justement, la taxonomie positive est mise en avant. C'est-à-dire que, vous voyez ici, on appelle ça signaler une anomalie. En fait, c'est déclarer un événement de sécurité. Mais ici, on peut signaler une bonne pratique. C'est-à-dire que l'idée, c'est d'accorder autant de place à la taxonomie positive, c'est qu'un pilote déclare quelque chose de bien. Il n'y a pas eu d'événement de sécurité, mais il n'y a pas eu cet événement parce que. Et ça nous intéresse, voilà, d'un point de vue fédéral. Vous voyez sur la capture d'écran, l'accès à appareil photo similaire aux applications de type réseaux sociaux, c'est-à-dire dans l'instantanéité, le gars lui arrive un événement de sécurité, il fait la photo et il va la chercher dans sa photothèque, il la joint comme il peut la publier sur un réseau social, elle sera envoyée directement au CPS. Le portail web associé, ce sera une évolution de notre application actuelle. Ce qui est intéressant de noter, c'est que, bon, oui, on reprend justement ce qu'on a dans I Learn Flying from About That, c'est-à-dire qu'on va essayer de reprendre pour le rendre plus convivial avec des images, éventuellement les images prises par le déclarant. Ensuite, on adopte le fonctionnement du BEA, c'est-à-dire que, en fait, on va avoir une fiche résumée, c'est-à-dire qu'on va s'intéresser au résumé, au synopsis de l'événement, juste un listage des causes et des actions qui ont été mises en place suite à l'analyse, et surtout une partie enseignement de sécurité. Un point important, fonctionnalité de type cartographie des risques. Alors bon, là, les codes couleurs ne sont pas les mêmes que dans la matrice des risques actuelle, mais il y a cette idée d'avoir, si vous voulez, ce qui est issu de la matrice initiale, fréquence, gravité, code couleur, à justement, après mise en place des actions, comment on a réussi à faire diminuer, grâce aux actions préventives d'un côté ou aux actions de résolution de l'autre. Donc voilà, on rentre dans un principe où on s'intéresse vraiment à la cartographie des risques et la réduction des risques après mise en place de ces mesures. Puis, bon, c'est dans l'air à l'heure actuelle. Vous avez vu, le NTSB fait ça aussi. On a un dashboard qui va simplifier énormément d'ailleurs les analyses de risques. Je vous invite d'ailleurs à aller voir le dashboard du NTSB. Il est très, très bien fait. Je termine, ça doit être la dernière diapo, par la culture de sécurité que cherche à promouvoir à l'heure actuelle la Commission Prévention Sécurité FFA. Pour nous, elle comporte 4 piliers. La culture du BEA d'un côté, parce que justement, néanmoins, la culture de l'aspect réactif des événements est quelque chose qui doit intéresser nos pratiquants. Comme on le disait en tout début, on apprend des erreurs des autres, même si ce sont des erreurs fatales. Donc, il faut aller lire les rapports d'accident, il faut surtout aller lire les enseignements de sécurité qui sont tirés de ces rapports. Le BEA ne fait pas un travail pour qu'il ne serve pas. Ils engagent assez de moyens humains et assez de ressources financières aussi dans la publication de ces rapports. Voilà, la valeur ajoutée, c'est que tous nos licenciés aillent les lire, donc on s'en fait l'écho, etc. Bon, culture du BEA, un des piliers fondamentaux qu'on essaye d'inculquer dès le début de la formation chez nos pilotes. La culture du REX ensuite, mais d'un REX évolutif, d'un REX qui passe de
de cette idée de culture de l'erreur à justement au contraire la culture de la réussite, c'est-à-dire s'intéresser aux 99% d'activités de nos pilotes où justement il n'y a aucun problème de sécurité. Qu'est-ce qu'ils mettent en jeu pour que les petits problèmes arrivés pendant le vol n'aient pas débouché sur un événement de sécurité? La culture du Threat and Error Management, ça fait partie, c'est un des piliers également, et la culture des SOPs. Alors bon, Standard Operational Practices, alors pas dans le sens juste voir pour le pilote, hein. Pour nous, vous savez, on a nos publications, quelles sont les bonnes pratiques. Les bonnes pratiques, c'est pas seulement pour le pilote. Pour le pilote, on lui rappelle à travers ce qu'on appelle les règles pratiques, les fameuses RP, mais on a aussi quelles sont les bonnes pratiques pour l'encadrement. On a des fiches pratiques pour l'encadrement, les FP, etc. Donc, les SOP, ça intéresse tous les domaines, hein, pas seulement l'usager. Voilà, ce sont nos 4 piliers qui vont nous permettre, à nous, on le pense, de continuer à faire diminuer sur le long terme l'accidentologie en aviation légère et sportive, et on espère faire baisser le niveau de cette asymptote d'insécurité résiduelle. Voilà, merci à tous de votre attention. Navré d'avoir été aussi bavard. Vous trouverez tous les crédits photographiques à la fin du PDF. J'arrête le partage. Voilà. Merci Stéphane, pour cette excellente présentation. Là, il y a des personnes qui ont dû quitter la réunion et qui ont exprimé leur satisfaction et leur remerciement. C'est vraiment super, un excellent moment. Alors écoutez, Bravo. moi ce que je te propose, Patrick, c'est que je pense que beaucoup d'entre nous, nous sommes engagés au niveau horaire aussi, voilà, et, par rapport, voilà, moi j'ai un engagement, tu vois, bon, mais bon, j'ai de la patience à côté de moi, mais bon. Donc moi ce que je te propose, c'est que les questions éventuelles qui ont été mises par le chat ou tu me les envoies et j'y répondrai par écrit. Donc, je te propose ça. J'essaierai de le faire demain matin ou demain après-midi également pour pouvoir mettre ces réponses aux questions, les joindre au PDF de la présentation pour que tu puisses communiquer tout en même temps aux participants. Si ça va à tout le monde, C'est bon comme ça, mais il n'y a pas énormément de questions. Il y avait une question sur aérodiagnostic, bon, que certains ouais. effectivement ne connaissaient pas, mais il n'y a pas énormément de questions. C'est qu'en fait, je crois que ta présentation a été telle et tellement dense et puis aussi complète que bah, tu as répondu quasiment à toutes les questions qui pouvaient éventuellement être émises. Voilà. Ah Je... bah, tu vois, c'est bien, ça veut dire qu'il y a de l'anticipation. Oui, tout à fait, ouais, tout à fait. Non, c'est une excellente présentation et on te remercie infiniment, Stéphane. Écoutez, tout le plaisir est pour moi. Moi, je vous remercie de l'honneur que vous m'avez fait de me proposer de faire cette présentation et puis de l'honneur que vous m'avez fait quand j'ai vu qu'il y avait quand même un nombre d'inscrits relativement important. Et c'est mon rôle, et c'est ce qui me motive hein, d'ailleurs à la tête de la commission prévention sécurité fédérale, c'est vraiment de faire la promotion de la sécurité à tous les niveaux et en particulier de faire évoluer les mentalités par rapport à la culture de la sécurité. Et le retour d'expérience passe par là. La culture avec le BEA, bon, on va bientôt avoir une convention officielle fédérale avec le BEA où on va vraiment travailler de façon plus que collaborative. Mais voilà, ces 4 piliers. Bon, le TEM, on l'a dans les manuels de formation, dans les stages RSFI, on insiste dessus, dans la formation initiale récurrente. Et puis, les SOP, hein, comme je disais, les SOP pour nos dirigeants, oui, on a les FP, mais on a les outils qui vont avec, c'est-à-dire aérodiagnostic, les Oui. fameuses fiches Icarus que je n'ai pas évoquées, mais ces fameuses fiches qui viennent compléter les cartes VAC et qui sont basées justement sur le partage de la mise en évidence par les locaux, si tu veux, les exploitants d'un aérodrome, des risques associés à cette plateforme.
voilà, par la publication de fiches, parce que ça ne peut pas être de façon officielle dans les vagues, il y aurait trop de choses à dire. Mais voilà, donc les SOP, c'est aussi l'utilisation, je dirais, des outils métiers que propose la fédération à ces structures affiliées. Ok, Stéphane. Bah, mais écoute, merci beaucoup. Donc, je vous rappelle, si vous souhaitez le PDF de la présentation, vous m'envoyez un petit message à l'adresse 3f.idf@orange.fr d'ici samedi soir et vous recevrez le PDF de Stéphane avec les réponses aux questions au plus tard dimanche soir. Voilà, donc il me reste à vous rappeler la prochaine visioconférence qui sera organisée dans le cadre du partenariat 3F CRAIF, qui sera proposée le 21 septembre et ce sera sur les simulateurs. Et l'intervenante sera Nathalie Gillier, qui a travaillé anciennement au BEA et qui travaille maintenant sur les simulateurs à la DGAC. Il me reste à vous souhaiter à tous une très agréable soirée, de bonnes vacances d'été. On se reverra pas en septembre. Et puis, de nouveau, un très, très grand merci à Stéphane Mayonade. Au revoir à tous. Au Merci à revoir. tous, bonne soirée et à bientôt, j'espère. Au revoir.